Bonjour à tous. Donc moi je suis Soraya, je travaille à Lyon, à l'ISARA, dans l'unité agroécologie et environnement. Donc je suis une écologue dans une unité plutôt d'agroécologie. Et donc je souhaitais vous parler de revégétalisation en écosystème atlantique, donc encore un peu plus dans l'eau de ce qu'on a discuté. Et je ne souhaitais pas forcément vous proposer beaucoup de résultats de nos études, mais plus des observations qui étaient inattendues, pour éventuellement susciter une discussion pour ceux à qui ça intéresse. Et je crois qu'en fait, la discussion elle a déjà un peu commencé. Alors, en plan d'eau peu profond, comme les écosystèmes lentiques de faible profondeur, autour de 80 cm, 1 mètre, on a un phénomène intéressant qui apparaît. C'est les états stables alternatifs. Donc on peut avoir un système qui change totalement de groupe de producteurs primaires dominants, parfois assez rapidement, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup d'autres écosystèmes. Donc ici, on peut voir sur ce graphique-là, le graphique classique de Schaeffer, qu'en fonction de l'augmentation des nutriments, de l'eutrophisation du milieu, on va avoir une augmentation de la turbidité de l'eau, donc la transparence de l'eau qui baisse. Et au début de cette eutrophisation, la végétation va augmenter. Et puis d'un coup, on peut avoir un changement brusque, un changement catastrophique, où la végétation, donc les macrophytes, vont disparaître et les producteurs primaires vont être dominés par le phytoplancton. Donc on peut avoir pour un même niveau de nutriments deux états différents, alternatifs, avec les macrophytes, avec le phytoplancton, où ces états-là sont stables, c'est-à-dire que pour passer d'un état à l'autre, il peut y avoir un gros changement et ce n'est pas forcément prédictible. C'est un peu difficile à prévoir. Donc la question est, quand on a un système qui est dominé par le phytoplancton, avec une eau turbide verte, comment revenir à un état d'eau claire et ramener la végétation, au-delà de changer les apports de nutriments de tout le bassin versant? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Alors, ces états-là, pourquoi ils sont stables? En fait, ils sont alimentés par des boucles de rétroaction. Lorsqu'on a un état turbide qui est dominé par le phytoplancton, on va avoir des nutriments qui vont alimenter ce phytoplancton, qui lui va donner la turbidité à l'eau. Donc l'eau ne va pas laisser passer la lumière et ça va empêcher les macrophytes. Mais cette turbidité-là aussi, elle peut être due à un sédiment qui va être remis en suspension par différentes raisons, comme le brassage de l'eau. Donc ça, c'est une boucle de rétroaction qui va s'entretenir. Dans un état clair, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des plantes qui, elles, vont limiter la suspension du sédiment et vont aussi capter les nutriments, ce qui va limiter le phytoplancton et les deux mécanismes de turbidité vont être inhibés. Donc ces plantes-là, elles ne vont plus elles-mêmes être inhibées par la turbidité et le système va s'auto-alimenter, cette boucle de rétroaction va s'auto-alimenter. Donc en fait, la conclusion, c'est que pour avoir des plantes dans le système, il faut avoir des plantes dans le système. C'est un petit peu redondant. Donc ce qu'on s'est dit, et ce que beaucoup d'auteurs essaient de faire, c'est comment revégétaliser ces systèmes-là qui sont dominés par le phytoplancton. Alors, on a fait ça sur 2 années différentes, 2 expérimentations différentes. On a essayé déjà une implantation d'espèces, donc de plantules, d'espèces à feuilles flottantes pour qu'elles puissent avoir la lumière en dehors de l'eau et pas dans l'eau turbide, ou une implantation de sédiments avec la banque de graines, avec une banque de propagules. Pour la première expérimentation, l'hypothèse, c'était on va choisir 2 espèces et on va les comparer, on va voir lesquelles ont le plus de succès. On pense que l'espèce qui va pouvoir croître le plus rapidement et accéder à la lumière à la surface de l'eau va avoir le plus de succès. Et l'hypothèse pour la deuxième expérimentation, c'est le fait qu'une communauté qu'on va essayer d'aller chercher dans un site qui a à peu près les mêmes conditions environnementales que le site à restaurer va peut-être être plus adapté à ce site et va pouvoir mieux s'implanter. Donc jusque-là, normalement, on est assez logique. On va voir des choses inattendues. Alors, où est-ce qu'on a travaillé sur ces questions-là? Donc, nous, on travaille dans la région de la Dombes. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette région. C'est une région d'étangs avec énormément d'étangs, plus d'un millier d'étangs. Des étangs qui sont piscicoles, donc il y a une production de poissons, production qui est plutôt extensive, et des étangs aussi non piscicoles qui sont à destination d'usage de la chasse, de conservation de la biodiversité ou privés, de loisirs privés.
Et dans cette région de la Dombe, on a une variété de conditions de turbidité. Il y a des étangs très clairs, des étangs très turbides. Il y a des étangs qui sont bien colonisés par les macrophytes, des étangs qui sont tout le temps en phytoplancton, des étangs qui passent de l'un à l'autre. Voilà, donc on a une variété de conditions, on a du mal un peu à prévoir. Et aussi dans le cadre des thématiques de l'unité, donc en agroécologie, on s'intéresse à la production piscicole et on a vu dans d'autres projets que l'étude des états stables alternatifs en milieu lentique, elle avait un intérêt pour la pisciculture extensive, c'est-à-dire que c'est bien pour la production d'avoir des macrophytes qui vont être des refuges pour le zooplancton, qui est une source de nourriture pour les poissons, mais aussi du phytoplancton qui est lui-même la nourriture du zooplancton. Donc en fait, le mieux pour la pisciculture, c'est d'avoir un état instable. Donc voilà. Donc on essaye un peu de travailler sur ces thématiques. Alors, première expérimentation, l'apport d'espèces directes. On a choisi 2 espèces, Potamogeton natans et Persicaria amphibia, la renouée amphibie. Ce sont des espèces natives, bien sûr, on ne va pas introduire d'exotiques, des espèces qui sont présentes en Dombe dans d'autres étangs, et ce sont des espèces aussi qui étaient disponibles commercialement, parce qu'on voulait les avoir assez tôt dans la saison, donc on s'est adressé à des pépinières de plantes aquatiques, et c'est assez difficile en fait d'avoir des plantes natives au niveau commercial. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de les mettre dans un milieu, de leur préparer un petit milieu dans lequel elles étaient bien et de les booster dès le début. Donc on leur a créé un sac en jute biodégradable avec du substrat à l'intérieur. Et puis on a implanté les espèces dans ces sacs, c'est des sacs monospécifiques. Et on les a gardées en laboratoire le temps qu'elles grandissent un petit peu et qu'elles s'habituent à leurs nouvelles conditions du sac. On a suivi la littérature pour ces méthodes-là. Et une fois qu'on est passé sur le terrain, on a implanté 24 sacs donc, en damier. On voit ici qu'on a dû faire un gradient de profondeur et on a répété ça sur 2 sites. Le gradient de profondeur, la question un petit peu sous-jacente, c'était aussi à partir de quelle limite on ne peut plus implanter l'espèce, à partir de quelle limite ça ne va plus marcher. Et donc le but initial, c'était de faire un suivi non seulement de la survie des espèces, mais aussi de la hauteur, de la croissance, puisque notre hypothèse, c'était celle qui va grandir le plus vite et qui va atteindre la surface, va avoir du succès. Sauf que, ben voilà, on était en 2021, le printemps était pluvieux, et dans nos étangs, on a eu énormément d'eau, contrairement aux années d'après. Donc la forte hauteur d'eau, ce qui fait que la profondeur minimale était déjà à 40 cm, ce qui est en fait énorme pour des plantes qui sont réimplantées. Le suivi de la survie et des hauteurs, en fait, il était impossible parce qu'il y avait beaucoup trop d'eau et que c'était beaucoup trop turbide. Donc voilà, là on ne voit rien, le bathyscope, ça ne fonctionne pas du tout. Donc en fait, on n'a pas pu faire nos mesures et on est parti sur une récolte destructive, ce qui n'était pas le but au départ, après 7 semaines de colonisation. Premier site, les résultats, aucune survie des plants. Voilà, donc vous voyez ici les sacs, il n'y a plus rien dedans. On a l'impression que les plants, ils sont même peut-être un petit peu arrachés parfois. Et nos sacs de jute, en fait, il manquait des gros morceaux, ils étaient consommés. Donc on s'est dit, est-ce que c'est des ragondins qui sont attirés par la jute? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont spécialistes dans la salle, mais on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'est passé avec nos sacs. Deuxième site, donc là, on a eu des résultats plus intéressants. On a eu survie d'une des 2 espèces, donc c'est la renouée amphibie qui a survécu uniquement. Le potamo n'a pas survécu du tout. Et on a une grosse différence entre les profondeurs inférieures à 50 cm et les profondeurs supérieures à 50 cm en termes de taux de survie. Sur la hauteur, donc les plantes, elles n'avaient pas un très très bel aspect, elles étaient assez étiolées, donc on voit qu'elles sont assez stressées par les conditions turbides. Par contre, elles ont réussi à atteindre la profondeur à laquelle elles étaient implantées. Je passe à la deuxième expérimentation. Donc, si vous vous souvenez, on a implanté cette fois-ci des sédiments, donc la banque de graines. Et donc pour ça, on a choisi des étangs qu'on a appelés des étangs donneurs, sur la base de suivi qui avait été fait l'année d'avant l'implantation, donc de suivi de végétation et des suivis de conditions environnementales.
Nos étangs d'honneur, on les a choisis comme étant colonisés presque à 100% par les macrophytes. Bon, la richesse, elle est moyenne, hein, 9 à 14 espèces, mais en tout cas, l'étang était bien colonisé. La transparence de l'eau minimum sur toute la saison, elle était de 40 cm, donc en fait, il garde une bonne transparence. Et puis, on avait un faible taux d'algues. Hein, quand je dis algues, c'est le phytoplancton et c'est mesuré par fluorescence. Ces sédiments qu'on a récupérés dans ces étangs-là, on les a installés dans des paniers, hein, et on les a amenés dans des étangs qu'on a appelés receveurs, qui eux étaient très peu colonisés par les macrophytes l'année d'avant, dans des endroits où je suis moi-même passée en bateau, il n'y avait vraiment rien, et où les étangs, dans la transparence, étaient bien plus faibles que les étangs d'honneur, et les algues jusqu'à 3 fois plus fortes que les étangs d'honneur. Donc vraiment des types d'étangs très contrastés. Donc on les a implantés. Cette fois-ci, on les a implantés, ces paniers, en ligne, avec un nombre de réplicas de 15 échantillons par étang d'honneur. Alors en ligne, pourquoi? Pour ne pas avoir de gradient de profondeur. Hein, comme ça, on est tous à la même profondeur parallèlement à la berge. Et on avait 2 sites receveurs, encore une fois. Alors, on a fait je ne vous montre pas tous les résultats. On a fait des suivis in situ, on a fait une banque de graines et des étangs d'honneur en conditions contrôlées au laboratoire. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est la récolte de ces paniers-là, après 13 semaines sur le terrain. Premier site, pas de survie, encore une fois, hein, 0 hein, dans nos 45 paniers. C'est une année, contrairement à l'année précédente, où il y avait une énorme perte d'eau. Donc on a perdu 2022, voilà. 30 cm de profondeur de l'eau. Et cette perte de l'eau s'est accompagnée d'une forte turbidité sur ce site-là. Donc la transparence était vraiment inférieure à 20 cm les jours où on venait mesurer. Et on a retrouvé, alors ça encore inattendu, des poissons juvéniles qui venaient dans les paniers, mais vraiment, quand on sortait le panier, il y avait plein de poissons qui sortaient, ils s'y trouvaient bien. Je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient à l'abri des prédateurs. C'est difficile à interpréter. Et donc, dans nos paniers, en fait, quand ces poissons-là venaient, ils les ont vidés de leurs sédiments. Donc c'est bien pour ça qu'on n'a pas retrouvé de plantes. Et ils ont augmenté la turbidité. Sur le site 2, on a retrouvé quand même une bonne colonisation de nos paniers. Pas de poissons dans les paniers. Il y a une perte de la hauteur d'eau là aussi, bien sûr, sauf qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de la turbidité. Elle s'est accompagnée d'une bonne transparence. La transparence était égale à la profondeur de l'eau, donc on voyait le fond. 50 à 70% des paniers étaient colonisés par des plantes. Par contre, cette colonisation, et là je vous montre que le taux de colonisation, mais il y a d'autres données sur les hauteurs, la couverture, etc. Il n'y a pas de différence entre les sites d'honneur, donc on n'a pas pu vérifier notre hypothèse. D'accord, j'arrive à la fin. Donc quelles sont les espèces qu'on voit dans notre site? Donc là, je vous montre le pourcentage colonisé par les espèces. Donc dans notre site 2, on est surtout Najas marina et Najas minor, 80% à 100%. Des paniers selon le site. Et donc ces espèces-là, en fait, le souci, c'est que, ici on le voit bien, en fait, c'était les espèces du site qui sont venues coloniser nos paniers. Donc un site qui n'était dépourvu de macrophytes, en fait, d'une année sur l'autre, bonne transparence et puis une énorme colonisation de la banque de graines sur place. Donc je vais essayer d'aller vite en conclusion. 2 types de conclusions. Une conclusion plutôt scientifique. Donc, la colonisation par les macrophytes est très variable. On est même au-delà des états stables alternatifs. Là, c'est les conditions qui ont vraiment joué sur la colonisation. Et prendre en compte la complexité du système en écologie, on en revient toujours là. Et la hauteur d'eau, elle peut avoir un effet négatif ou positif. Même quand elle est faible, elle peut avoir un effet négatif ou positif. Je vais passer ça. Et puis, une conclusion sur le choix des méthodes, c'est là où je voulais en venir avec ces retours d'expérience. En fait, on s'est rendu compte que nos choix de méthodes eux-mêmes, au-delà de la question qu'on a testée, ils ont vraiment influencé énormément les résultats.
On a même attiré des espèces qui ont eu un effet négatif sur notre revégétalisation. Et donc, voilà, il n'y a pas de solution, je pense, mais est-ce qu'il faut travailler en exclos? Mais dans ce cas-là, on change totalement le type de résultat qu'on va avoir. Voilà, donc c'est ça que je voulais transmettre à la communauté aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre attention et je remercie les stagiaires qui ont fait la plupart du travail, Pauline et Solène. Merci.